18h11 sur France Bleu Périgord en compagnie de Xavier Dalmont, troisième mi-temps. Et votre invité, Xavier? Eh bien, bonsoir Marie-Dominique, bonsoir à tous. Et mon invité, son objectif est clair, les championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar. Johan Koval, pour répondre à votre question, est donc notre invité ce soir. L'athlète périgourdin en a fini avec sa préparation hivernale, ponctuée par un championnat d'Europe indoor. Là, il attaque la dernière ligne droite avant les mondiaux. Autour de Johan Koval ce soir dans le troisième mi-temps, Lionel Dagès de la Dordogne Libre et Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest. Émission réalisée jusqu'à 18h45 par Éric Génon. Troisième mi-temps sur France Bleu Périgord. Xavier Dalmont. Bonsoir Johan Koval. Bonsoir. Fraîchement sorti de l'entraînement. Franchement, il faisait bon quand même, mais ça va. Oui. Bon. Tout juste. Vous étiez en bas de la radio. Tout juste, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez? Un footing, des petites lignes droites et on fait un peu ventiler. Alors, on fait un petit peu ventiler, un petit footing. Mais ça veut dire quoi concrètement? Combien de minutes? Là, j'ai couru avec le coach, donc l'allure était assez modérée. C'était 50 minutes à 12 km/h à peu près. Après, des lignes droites 10 fois 100 mètres en faisant tourner les jambes juste pour le fun pour faire monter un peu le cardio avant de venir à la radio pour être bien chaud. Parfait. Vous imaginez ça, Lionel Dagès, 50 minutes à 12 km/h. Oui, j'imagine assez, oui, puisque je peux en faire autant, mais beaucoup moins vite, moi. D'accord, c'est déjà formidable. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Raphaël Dubourg. Bonsoir. Ça vous fait pas peur, vous? Moi, sur mon vélo, j'ai peur de rien. Il n'y a pas de problème. Bonsoir Raphaël, bonsoir. C'est sympa d'être avec nous. Sud-Ouest, c'est la Dordogne Libre, partenaire évidemment de troisième mi-temps. On va beaucoup parler de votre actualité, Johan Koval, jusqu'à 18h45. Dans votre saison, Johan Koval, vous en êtes où là aujourd'hui, si on devait saucissonner un petit peu cette saison? Je dirais que c'est le début de la saison estivale qui commence juste aujourd'hui. C'est pas un poisson d'avril. Exactement dans 6 mois jour pour jour se déroule la série des championnats du monde le 1er octobre à Doha. Donc c'est aujourd'hui que le travail vraiment spécifique commence, que la reprise, on va dire, professionnelle à 100% dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans le sommeil. Je l'ai fait cet hiver, j'étais pro. Mais là, je laisse plus de place au hasard ni au détail. Il faut être présent dans 6 mois. Et donc, ça commence aujourd'hui à être tout carré. Alimentation, sommeil, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai repris, mais la sieste, j'étais tranquille, j'étais allongé, je regardais un petit film ou autre. Là, je me tiens une demi-heure de sieste minimum par jour. Je reste allongé 2 heures. L'alimentation, je vais me réguler sur tout ce que je vais manger. Et pas en trop grosse quantité. Et commencer à faire tout ça progressivement pour être vraiment consciencieux dans tout ce que je fais, et de détail plus détail et d'égale performance. Donc on va essayer de faire ça en plus de l'entraînement qui reste aussi important. Et puis bien dormir la nuit. Voilà, oui, c'est important aussi. Donc les nuits de 8 à 9 heures et voilà, faut tout faire attention à tout. C'est ce que je fais depuis des années et que j'ai peut-être un peu laissé de côté cet hiver parce que j'ai repris et je faisais beaucoup. J'ai laissé beaucoup de place au plaisir parce que je l'avais perdu un peu l'été dernier. Cet hiver, j'ai beaucoup pris de plaisir à l'entraînement et là maintenant c'est mode ermite, mode stakhinoviste comme on dit souvent, et c'est reparti de plus belle. Il a levé le doigt parce qu'il va se jeter sur une bonne question, Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest. Ici, j'en suis sûr. Raphaël. Il y a du plaisir quand même de faire la sieste, oui, sans doute. de pas trop manger. Monsieur est connaisseur, visiblement. On se sent mieux quand on fait tout ça. En fait, on se sent mieux dans l'entraînement, on se sent plus frais. Et puis en plus, ça me permet d'avoir une hygiène de vie et de me caler dans un rythme hyper agréable. On va dire que je me lève le matin, j'amène ma fille à l'école, je vais m'entraîner direct après. Et comme ça, j'ai mes 6 heures de récup entre les 2 entraînements et je renchaîne le soir. Bon, aujourd'hui, c'est un peu réduit. J'ai 5h50 de récup parce que je devais être là un peu plus tôt que prévu à la radio. Mais sinon, j'ai un rythme de vie, qui se cale en fonction de, ma vie perso, ma vie pro. Et c'est un superbe rythme. Et du coup, ça me permet d'être à 100%. Et est-ce que c'est dur? Non. Comme je dis souvent, et je le redis depuis quelques mois maintenant, c'est moins dur que le boulanger qui se lève à 5h du matin ou un maçon ou un couvreur qui est sur un toit, là, quand il fait 40 degrés ou quand il fait un orage. Voilà, moi je me lève, c'est pour courir et ça c'est une chance que j'ai, j'en suis conscient et j'ai beaucoup de plaisir encore à courir et à faire défouler le long de la voie verte. Alors on va parler de votre préparation estivale, on va dire ça comme ça, qui va donc vous amener jusqu'à Doha, fin septembre, début octobre, pour les championnats du monde. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur votre préparation hivernale. On se souvient de cette finale du 3000 mètres à Glasgow, au championnat d'Europe, vous terminez 9e. Est-ce que vous vous dites avec du recul, j'aurais pas dû y aller? Non, du tout. Glasgow, faut savoir que vous avez hésité, vous avez une réalité. Voilà, c'était un hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais
prendre l'expression du kiff. C'était du kiff. On s'est décidé tardivement. Mi-décembre, on fait une séance de vitesse avec Patrick. Ça se passe plutôt pas mal. On dit, ce qu'on tente les Europes. Donc, à 1 mois et demi d'échéance, enfin, un peu moins de 2 mois des Europes, on tente l'aventure. Je pars 3 semaines en stage aux Canaries le 26 décembre. Je fais 3 semaines aux Canaries et 2 semaines au Portugal. Et sur ces 5 semaines de stage, on peut pas dire que ces 5 semaines, c'est une vraie préparation. J'arrive à me sélectionner au championnat d'Europe. Donc après, on hésite. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on fait les France ou pas? Je vais aux France et là, je pars. Je fais une gestion de course catastrophique. J'arrache la 3e place sur une course très relevée. Et là, potentiellement, j'ai mon billet pour les Europes. Et du coup, on se dit, go, on fonce. Après, il me reste 10 jours de préparation. Je les optimise au maximum pour être prêt pour les Europes. Là, j'arrive aux Europes, la course catastrophique que je déteste. Voilà pourquoi j'avais arrêté le 1500 mètres et l'indoor, parce que c'était hyper tactique et c'est pas ce que c'est pas là où je m'exprime le mieux. Malgré tout, je vois que c'est hyper lent, hyper tactique. Je pars aux avant-postes, je mets une bastos, comme on dit dans le milieu, une soupape, quoi. Et ça passe pas. Mais bon, après, quand je vois que le podium s'éloigne, c'était pas mon objectif de l'hiver. C'est pas beau de dire ça, mais je lâche prise, en fait. Je vois que je peux pas faire le podium. Je déroule mon dernier 400 mètres et je fais 9e. La place est anecdotique. C'est pas joli de dire ça parce que quand on a une maillot de l'équipe de France, faut se défendre au maximum. Mais là, dans la configuration dans laquelle je suis arrivé sur ce championnat, j'ai pris beaucoup de plaisir. L'été dernier, je suis arrivé aux Europes avec du stress, j'avais peur, je me suis demandé ce que je faisais là. Et cet hiver, c'était complètement différent et ça, pour moi, c'est gagné. L'hiver est gagné et là, je repars avec la banane et comme je disais, j'étais avec le coach Scheller sur le canal et c'est beaucoup de plaisir à m'en entraîner quotidiennement. Donc voilà, une erreur, non, du tout. Alors, est-ce que sur cette finale de Glasgow, vous ne regrettez pas d'avoir secoué le cocotier, comme vous venez de dire ? Non. Au final, je regarde le regard des Français et les messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, ça a plu. Parce qu'il y avait 2 jeunes là qui sont en train d'arriver, qui explosent tout au niveau mondial, des 2 Norvégiens, et qui sont souvent aux avant-postes et que personne n'ose attaquer. C'est un peu les élites du moment. Mais moi, il n'y a pas de Norvégien, de Kenyan ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je fais plus attention à tout ça. Si je dois y aller, j'y vais. Là, j'ai tenté avec mes armes du moment. J'étais pas armé pour gagner cette course ou faire un podium. Malgré tout, j'ai tenté. Et comme je dis avec Patrick, on ressort avec le sourire aux lèvres de ce championnat. Il y a des jeunes Français qui arrivent, qui se sont un peu mis devant moi là. Et voilà, il me reste 2 ans pour montrer sur piste. Je parle bien. Il me reste 2 ans pour montrer que je suis encore présent et que je peux faire de belles choses. Et après, on passera à autre chose sur marathon. Mais en attendant, je suis armé pour cet été de confiance. Et ça, c'est le principal. Lionel Dagès, Dordogne Libre, ensuite Raphaël. Justement, le fait que les championnats du monde, comme vous avez dit cette année, soient le 1er octobre, beaucoup plus tard que d'habitude, puisque d'habitude c'est en août, c'est du confort, c'est gênant, c'est une saison qu'il a fallu gérer. Enfin, c'est tout un programme qu'il a fallu gérer. Je me donne un objectif à long terme avec pour intermédiaire les championnats. Enfin, à long terme, c'était les championnats du monde. Donc j'ai repris en octobre dernier, et donc ça fera 1 an de reprise de l'entraînement il y a 1 an. Et là, j'ai coupé 15 jours après les Europes. Donc en gros, là, j'ai vraiment 6 mois spécifiques pour me préparer pour ces championnats. C'est du plus que ce que j'ai fait cet hiver. Et du coup, ça décale tout, mais j'ai su couper 15 jours. Là, j'ai repris une semaine de natation, de vélo, j'ai pas couru, et je prends le temps de monter en puissance. Et du coup, je pense qu'avec une bonne gestion, non, ça va être bien géré. Après, c'est tout le programme dans la suite qui va être compliqué. C'est ça, enfin, qui va être compliqué. Il faut savoir que là, on a déjà écrit les grandes lignes jusqu'aux Jeux Olympiques de juillet l'an prochain. Et donc, je vais faire ma coupure de 6 mois, de 6 semaines, pas de 6 mois, je coupe pas 6 mois, en décembre cette année. Donc, de aujourd'hui, 1er avril jusqu'à mi-décembre, je vais pas couper. Donc, j'aurai des 1-2 jours de repos. Mais donc là, c'est une grosse phase d'entraînement, de compétition. Et après, il y aura 6 semaines de coupure. Donc là, c'est pour ça que vaut mieux avoir la banane maintenant, sinon je suis mal parti. Qui est-ce qui gère ce planning exactement? Avec Patrick, en fait, on s'est posé avec mon entraîneur, on s'est posé autour d'une table. C'était fin janvier au Portugal, et on a écrit les grandes lignes du programme. On a un peu placé 2-3 meetings de la saison déjà. Et surtout, l'objectif majeur de ma carrière, c'est les Jeux Olympiques. Et voilà, si je peux prendre une médaille dès cette année au championnat du monde, je la prends. Mais le but suprême, c'est d'avoir celle-ci au JO. Et donc, on a mis tout en fonction d'eux. Et voilà, après, on tente tout. C'est ça le plus important. Alors, les JO, c'est 2020, on est bien 2020, oui. Ça, c'est loin, mais ça arrive super vite. Ça fait déjà plus de 3 ans que j'étais à Rio. Et 2020, c'est déjà demain. Raphaël Dubourg, Sud-Ouest. Vous parliez du stress que vous aviez l'été dernier, du plaisir qui revient. On a l'impression que c'est souvent dans votre carrière où il y a des moments où ça va un peu moins bien, d'autres où vous êtes un peu euphorique. Comment vous le gérez? Comment vous vous faites aider éventuellement? J'ai fait de la sophro il y a un moment donné. J'ai un peu arrêté la sophrologie, et il faut dire que faire 15 ans de sport de haut niveau aussi, ça laisse réfléchir. Et à un moment, il y a peut-être une lassitude qui s'était créée l'an dernier à être tout le temps à bloc et à 300% tout seul à l'entraînement. Des fois, c'est pas forcément facile. Et là, je suis en pleine recherche actuellement d'un préparateur mental. J'ai envie de tester l'aventure avec un coach mental, parce que j'ai fait 1 an sur l'INSEP où j'étais tenté de travailler avec un psy du
sport, j'ai fait de la sophrologie, et là j'ai envie de tester la préparation mentale. C'est pas une faiblesse pour moi d'avoir des besoins psychologiques. Et je pense que ça peut être une force justement de savoir s'armer de tous les éléments qu'on peut apporter à une préparation. Et je pense que je suis en train de rechercher. Là, je suis en contact avec 2-3 personnes et je vais voir pourquoi pas me faire aider par un préparateur mental. Il y a des outils aujourd'hui. On a des outils en France. On a des gens qui sont compétents et il faut trouver la bonne personne qui correspond à mon besoin et à ce que je recherche. Et donc s'armer à 100% entraînement, alimentation, sommeil, préparation mentale et ça devrait être bon. Un préparateur mental spécialisé dans le sport, ça existe ? Il y en a beaucoup. Après, j'aime bien, comme j'avais fait avec ma sophrologue, elle a été détachée du monde sportif et du coup ça a apporté une nouveauté pour moi parce qu'elle a beaucoup relativisé mon approche du sport. Mais là, je veux voir. Je laisse porte ouverte et s'il y a des gens qui entendent ce message d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis en plein dedans et du coup, j'ai envie de tester. Pour moi, je l'ai dit, c'est pas une faiblesse, c'est un plus qui peut m'aider, donc je fonce. Votre passage à l'INSEP, que vous a-t-il apporté ? Beaucoup de changements personnels, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'appréhension depuis tout jeune où je critiquais un peu le système parisien et pour moi, tout le monde était à fond sur l'INSEP et moi, je pensais que je pense que c'est une très belle structure qu'on peut utiliser avec la cellule fédérale qui a été mise en place là-bas. Donc c'est un très très bel outil. Ça m'a apporté beaucoup de compétences supplémentaires au niveau de la musculation parce que j'avais un préparateur physique et tout est mis en œuvre pour la performance forcément. Alimentation, justement sommeil, il y a des études sur le sommeil, des études sur l'alimentation. Là pour Doha, on nous a proposé d'aller là-bas s'entraîner dans des conditions similaires à la chaleur. Donc il y a vraiment tout est prévu pour la performance. De toute façon, c'est l'Institut de la performance. Donc c'est une année que je ne regrette pas. Après, je pense qu'on peut mettre en place des choses chacun dans sa petite ville, comme je l'ai fait moi à Périgueux, en s'entourant des bonnes personnes et des personnes compétentes et motivées. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'être venu non plus. Je regrette pas cette année, je regrette pas. Mais est-ce que vous vous y êtes vraiment senti à l'aise ? Honnêtement, oui, parce qu'il y avait une cellule de demi-fond qui venait de se créer. Il y a eu des personnes dans le haut niveau, dont un athlète qui a fait double médaille aux Europes l'an dernier sur 5000 et 10 000 et qui m'a un peu tiré vers le haut et fait battre mes records tout l'hiver. Après, peut-être que j'étais trop gourmand justement sur cet hiver et que ça m'a pénalisé l'été. On refait pas le passé, mais bon, je pense que ça a été un plus. Et comme je disais avec Patrick encore tout à l'heure sur l'entraînement, je pense que cet hiver, j'ai beaucoup été moins dans l'intensité à l'entraînement et pourtant je fais des chronos qui sont hyper satisfaisants, 3e au France, donc c'est le travail est acquis et ne se perd pas, donc je pense que tout ce que j'ai fait auparavant ça restera quand même dans mon cœur. Alors il y a maintenant cette préparation estivale que vous avez attaquée avec un premier stage en Espagne qui va arriver très rapidement. Voilà, du 18 au 30 avril, un stage fédéral. Je pensais que c'était à Séville, mais c'est pas Séville. Non, c'est à Valence. Voilà, Valence. C'est moi qui ai fait un souhait au niveau de la Fédé de m'entraîner avec les jeunes parce que j'aime bien apporter ma petite expérience et à la fois avoir leur un peu retrouvé cette fougue que j'avais quand j'étais tout jeune à attaquer n'importe où, n'importe quand et donc un peu jouer avec eux et donc ça c'est un plaisir de collaborer avec la Fédé. Et après au mois de mai du 6 mai au 3 juin, il y a un stage national aussi en Afrique du Sud, là un peu plus élitiste, on va dire entre guillemets. Et c'est avec Patrick aussi qu'on va se rendre là-bas parce que Patrick est reconnu coach national maintenant, donc Patrick sera avec moi sur le stage en Afrique du Sud. Donc voilà, une belle préparation en vue de cet été. Raphaël Dubourg et Lionel derrière. Raphaël. Ça va être des conditions particulières à Doha, je suppose. Comment on se prépare c'est compliqué parce qu'apparemment le stade d'échauffement est un stade couvert, climatisé. Bon, je vais dire un message un peu perso, c'est que je pense que l'argent fait du mal au détriment du sport. En fait, l'argent a pris le dessus sur le détriment sportif. Faire un championnat du monde en octobre à Doha, le public, je sais pas s'il sera présent. La chaleur et les conditions météo seront catastrophiques. Le marathon part à minuit, donc médiatiquement parlant, ça va être catastrophique. Et bon, après le business, il sera peut-être présent, mais bon, nous on verra pas ça en tant que sportif, donc c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça c'est un petit coup de gueule perso. Après, s'entraîner dans un stade climatisé l'été, je trouve ça complètement ridicule. Et il y a des grosses turbines dans le stade de compétition qui vont baisser la température du stade à 25 degrés, qui seront éteints au moment des épreuves et qui vont permettre de s'entraîner, de courir dans des conditions un peu, on va dire, contrôlées. Et vous allez devoir vous adapter à tout ça. C'est ça. Donc moi j'ai la chance d'avoir un tapis roulant aussi à la maison. Donc je vais essayer de m'entraîner. Je vais en parler encore tout à l'heure. Dans des conditions un peu plus chaudes. Donc ça va être bizarre. Mais bon, de se courir sur tapis à 30 degrés, ça va faire bizarre. Mais bon, ça va être ça. Ça va être minimum 30 degrés dans le stade. Donc
Votre femme va être contente. Je pense, mais bon, ça va, il est écarté de la maison. Non, ça va être particulier, mais bon, ça sera pareil pour tout le monde et peut-être que ça sera plus avantageux pour les Africains. Ils ont plus ces conditions tout au long de l'année que nous, donc on verra bien. Alors l'Afrique du Sud peut justement peut-être vous rendre service. C'est aussi pour ça que qu'on va là-bas avec Patrick pour l'altitude, 1400 mètres d'altitude. On connaît le site mais du coup la température qui peut afficher 30 degrés au mois de mai. Lionel Dagès, Dordogne Libre, pardon. Et est-ce qu'au niveau des meetings estivaux, vous en avez choisi certains justement dans des conditions chaudes comme ça, peut-être Rabat par exemple? C'est hyper compliqué aussi. Du coup, j'ai envie de favoriser le circuit français, le système français. On a des beaux meetings en France. Et donc là, je suis en train de voir pour courir Monaco, qui est dans le circuit en plus Golden League. Diamond League maintenant, pardon. Diamond League. Et donc ça, c'est début juillet. Je crois que c'est le 12 ou le 14 juillet. Et après Paris, qui est fin août. Donc pour le moment, il y a 2 grandes lignes en gros sur ma saison, plus les championnats de France qui sont aussi juste avant Paris en août. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut faire les minima assez tôt. Et en plus, c'est un système de ranking et de minima. C'est compliqué pour les JO et les mondiaux. Et du coup, on marque des points dès maintenant pour l'année olympique. Donc il se peut qu'en gros, je sois présélectionné olympique cette année. Donc faut pas se rater. Quel est le risque quand on est un athlète de votre niveau et qu'on a en point de mire les championnats du monde au début du mois d'octobre? Le risque principal, c'est quoi? La blessure? Blessure, je touche ma tête. J'ai jamais été blessé jusqu'à présent. Juste après l'émission, là, je pars en soins récupération avec mon physio. Donc, je mets tout en œuvre, encore une fois, pour être performant. Donc, le risque, c'est, je dirais plus le surentraînement, parce que 6 mois, ça peut paraître loin, mais c'est proche aussi et c'est loin aussi. Enfin, c'est compliqué à dire, mais ça passe très vite. Et là, je suis déjà assez gourmand à l'entraînement et, enfin, comme je dis, je suis assez fan de ce que je fais et j'aime bien le dépassement de soi. C'est une des valeurs que j'ai depuis toujours. Et encore samedi, là, je m'entraînais avec les jeunes et ils en faisaient moins que moi. Et sur leur dernière répète, moi, il m'en restait 15 derrière. Et sur leur dernière répète, j'ai voulu montrer que j'étais là. J'ai mis une grosse accélération et j'aime bien jouer. Et je pense que ça fait partie du jeu et le risque, c'est d'en faire trop tôt. Voilà, je dirais, c'est plus surtout ça. Mais je pense qu'on a bien calé avec Patrick, on a coupé quand il fallait. Là, j'ai repris vélo, natation. J'étais à la piscine 3 fois ou 4 fois il y a 15 jours dans la semaine. Ça m'a assez énervé parce qu'il me bloquait, il m'empêchait de courir alors que j'avais envie de courir. Et donc là, il lâche un peu le lion et il faut le calmer parce que j'ai vraiment faim d'entraînement. Et quand on a un athlète comme vous, on est à l'aise dans l'eau? Bof, pas trop, mais bon, je me mets mon chrono, je mets mes écouteurs et j'essaye de chaque séance l'une après l'autre d'aller de plus en plus vite. Je vais pas très vite, mais bon, je m'améliore et ça, on a toujours le défi. Et là, dans tout ce que je fais, de toute façon, je suis un compétiteur et chaque fois qu'on va dans l'eau, on essaie d'aller plus vite que la fois d'avant. Alors, Johan Koval, vous avez dit il y a quelques instants, quelques minutes maintenant, l'objectif, c'est une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quand on vous entend dire cela et quand on connaît le niveau mondial, on se dit, mais il est quand même très gonflé de dire ça. Vous y croyez vraiment? C'est sûr que c'est gonflé, mais après, j'ai pas envie d'arriver de m'effondrer comme l'an dernier au championnat d'Europe où je vise une médaille. Au final, je me demande ce que je fais là dans la chambre d'appel. Et c'est pour ça aussi que je vais m'encadrer d'un préparateur mental pour être sûr, confiant jusqu'au bout toute l'année. Quand on se prépare depuis des années que je fais du haut niveau, à chaque entraînement, chaque compétition, chaque meeting qu'on peut faire, on est dans cet objectif. Là, si je fais ce chrono, ça va m'aider à aller chercher une médaille, une place de finaliste, etc., etc. Et quand on arrive le jour J, ça ne m'est pas tout arrivé, mais on s'écroule face à l'objectif final et c'est là où on perd tous nos moyens. Et là, j'ai vraiment envie d'arriver en visant une médaille, en faisant mon chrono, mon record cette année. Je pense que j'en suis capable. C'est pas parce que j'ai 31 ans, je vais avoir 32 en plus. Je pense que je l'ai montré cet hiver. Je suis encore hyper rapide sur mes séances de vitesse. Je suis hyper fort sur le foncier. Ça fait un peu prétentieux de dire ça quand je m'écoute. Mais je pense que je peux y arriver. Si j'arrive à faire moins de 8-10 avec mon aspect tactique et mes valeurs que j'ai eues sur 1500, je peux y arriver. Donc faut y croire et on va se préparer pour. Raphaël Dubourg, Sud-Ouest. Quel souvenir vous gardez de vos 2 participations au jeu? Je reste très content de mes 2 Jeux Olympiades. Un peu de mauvaise gestion en demi-finale des championnats des Jeux Olympiques à Londres où je fais demi-finaliste et je pense que j'avais une place de finaliste dans les jambes. Après, c'était la gestion, l'expérience, le stress, encore une fois, à regarder les concurrents. Je pense que je perds ma place en finale plutôt que de m'écouter moi-même. Après, à Rio, je visais un top 6 et je fais 6e. Après, ça se transforme en 5e place. Et c'est pour ça que je vise une médaille sur les prochains. Parce que je visais top 6 et une fois que je me suis retrouvé 6e dans la finale de Rio, après coup, je me suis laissé dans ce confort-là. Je suis 6e, mon objectif est acquis et atteint. Et donc, je m'en suis satisfait. Après coup, j'ai eu la petite pointe d'amertume de me dire que la 4e, 3e place, c'était pas si loin que ça. C'était dans mes cordes. Et donc, faut y croire. Les athlètes sont souvent forts en début de saison et on sait pas comment ils arrivent au championnat. Le but, c'est de savoir comment nous, on arrive et d'être confiant.
Et ça, si j'arrive à être au top forme, confiant au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, tout est jouable. Rien n'est écrit, de toute façon, rien n'est écrit. Est-ce que la part de chance est importante aussi ? J'ai pas envie de dire que la part de chance est importante, mais il faut savoir créer son destin, écrire ses lignes, et je pense qu'il faut savoir se connaître et courir face à soi-même. Là, je lis beaucoup de livres et d'autobiographies ou de choses. J'ai lu Michael Jordan, là j'ai lu l'entraîneur de Michael Phelps qui disait que c'était un compétiteur né et que voilà, il faut se focaliser sur soi-même et pas sur les autres. Et ça, c'est un de mes défauts, de faire souvent la course en fonction des adversaires et pas de faire abstraction de tout ça. Et ça, c'est pour ça aussi que je veux travailler le mental. Et du coup, arrêter de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, comme je l'ai fait aux Europes là cet hiver. C'est le bel exemple. Quand je sens qu'il faut y aller en étant un peu plus près. Et puis ça peut le faire. Mais des fois, dans vos déclarations, sitôt les courses terminées, Johan, vous avez souvent des regrets. C'est sûr, mais c'est pour ça. Donc vous en avez marre d'avoir des regrets. C'est énervant. Hein. Ouais. Courir avec des regrets, c'est la pire des choses. Je pense que la défaite de Berlin l'an dernier, c'est la pire de ma carrière. Et ça, c'est le regret qui reste amer et que j'ai encore un petit peu en tête. Mais c'est pas bon. Une carrière avec des regrets, j'ai pas envie de finir aigri en disant j'aurais pu faire ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, c'est pas moi, c'est pas Johan Koval. Quand je suis à l'entraînement, j'ai pas cet état d'esprit. Donc pourquoi l'avoir en compète ? Donc balayer tout ça, courir sans regret. Si j'arrive à faire une finale et une médaille, c'est bon. Mais si je n'y arrive pas, mais que j'ai tout donné et que je termine les mains sur les genoux à bout de souffle après la ligne franchie, ça sera quand même gagné. Donner le meilleur de soi, c'est le plus important. Si je vous demande de choisir entre la 5e place de Rio ou le titre de 2014 à Zurich, vous choisissez quoi ? C'est compliqué. Je dirais quand même le titre parce que c'est la Marseillaise, c'est beaucoup de choses. Enfin, si le titre quand même, ouais. Le titre reste quand même. Même au niveau chrono, quand on compare mes records perso ou des chronos, si on me propose aujourd'hui un record d'Europe ou le titre de champion d'Europe, je pense que je reprends le titre. Et pareil, record olympique ou médaille au record du monde ou titre de champion du monde, je pense que là, un titre, ça reste, on pourra jamais me l'enlever. Donc un titre, ouais. Quel recul vous avez par rapport au monde de l'athlétisme aujourd'hui, au monde de la course, du demi-fond ? Comment a-t-il évolué depuis que vous y êtes vraiment à fond et au plus haut niveau ? Ça va être un message dur et lourd à dire. C'est une discipline dans laquelle je ne crois plus trop, en particulier le demi-fond. On voit des performances qui explosent tous les week-ends, toutes les semaines, sur semi, sur 10 km, sur marathon. Et je ne regarde plus les performances. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que je ne regardais pas le basket ni le rugby. Je regarde pas l'athlétisme non plus parce que je suis un peu écœuré de mon sport. C'est dur de dire ça. Hein. C'est des mots forts, mais parce que vous n'y croyez pas. Je crois pas. Je crois plus en mes sports là. Je parlais des deux Norvégiens tout à l'heure. C'est deux athlètes en qui je crois pas du tout. Je pense qu'il y a des choses un peu caractéristiques qui montrent que c'est pas humain ce qu'on fait aujourd'hui et que voilà, c'est des choses assez flagrantes. Quand on est dans le cœur du sport et qu'on voit ça, c'est comme Armstrong à l'époque où il a fait X contrôle antidopage sans jamais tomber. Là, c'est pareil dans notre sport. Il y a des athlètes qui sont contrôlés 10 000 fois et qui tomberont jamais et qui pourtant regardent des courses découpées ou autres. C'est juste incroyable. Il y a quelque chose de paradoxal, Johan. C'est que vous dites cela et vous dites en même temps, mais je vais aller chercher une médaille. Je vais y aller avec mes armes, avec mon sang et mon foie gras du Périgord. Non, je veux me construire mon palmarès avec, voilà. Après, ce qui est triste à dire aussi, c'est que du coup, il y a des doutes sur tout et sur tout le monde. Et sur moi-même, il y a eu des soupçons pour le dopage ou autre. Mais moi, je sais comment je m'entraîne avec ma famille, mes proches, mon entourage, mon coach et tout mon staff qui me suit au quotidien. Et mais si j'y arrive, j'ai envie de montrer que voilà, avec de la cristalline, on peut arriver à être. Moi, j'ai placé une marque. Ouais. On peut arriver à faire de belles choses et voilà. C'est pour ça que je crois en moi et que j'ai envie de me focaliser sur moi et pas sur les autres aussi, parce que je sais que c'est pas, on se bat pas à armes égales et que voilà. Dans la chambre d'appel, parfois dans les regards, vous le voyez ça. J'ai réussi à faire abstraction de ça. Par contre, c'est quelque chose, j'arrive à me focaliser. À ce moment-là, j'arrive à faire abstraction des autres, à pas les regarder parce que c'est. Sinon, je serais énervé tout le temps et c'est pas le but. Si j'arrive sur une course et que je suis énervé, je pense que je perds mes moyens aussi et c'est pas le but non plus. Mais ce discours que vous le tenez devant des instances fédérales, par exemple. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des. Ça vient de plus haut niveau. Enfin, on a vu que la corruption en athlétisme, elle est au niveau mondial, I2AF. Enfin, c'est un circuit complètement bloqué, verrouillé et ça explose un petit peu à droite, à gauche de temps en temps, mais pas totalement. C'est malheureux de dire ça, hein, mais voilà, si je continue aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça et que je crois en ce que je fais moi, en mes proches. Et un athlète comme Yoann Durand aussi, j'en discute avec lui. Et il est dans le même état d'esprit que moi. Aujourd'hui, on fait un sport qui est compliqué, mais bon, c'est un beau sport quand même.
Johan Durand, opéré, qui se bat tous les jours et qui va revenir au plus haut niveau. Ouais, formidable. On lui fait la bise. Peut-être qu'il écoute cette émission parce que franchement, il vit des moments compliqués. Il a eu le courage de se faire opérer. Puis maintenant, c'est la rééducation, reprise de l'entraînement. Donc on le salue. On l'avait invité d'ailleurs avec vous la dernière fois dans troisième mi-temps. Après le 3000 mètres steep, c'est quoi pour vous? C'est marathon. D'accord. Marathon, j'ai envie de faire un petit passage par les États-Unis pour me préparer et commencer la maîtrise de cette épreuve là-bas. Donc il faut que je maigrisse un peu, perdre quelques kilos pour être un peu plus dans les grandes lignes, on va dire, du profil marathonien. Il va pas rester grand-chose. Et voilà, moi aussi quand même. Et objectif Paris 2024 marathon, et la distance reine du demi-fond, c'est le marathon, et donc il faut s'y tester, à voir. Lionel Dagès. Justement, par rapport à Paris 2024, il y a eu cette annonce du marathon ouvert au grand public, on va dire. Comment vous l'avez pris, vous? Moi, je trouve ça super bien parce qu'on bloque une infrastructure pour 60 coureurs ou 80 coureurs. On bloque tout un centre-ville et c'est un truc assez fou. Mais là, je pense que ça va être ouvert au grand public. Mais attention, je pense qu'il va y avoir un départ décalé et que le grand public reverra jamais les marathoniens des Jeux Olympiques. Je l'espère d'ailleurs. Mais non, je trouve ça bien parce que voilà, mettre un tel système et un tel blocage, et surtout avec les normes de sécurité aujourd'hui, tout bloqué pour 60 coureurs, c'est quand même un coup. Et là, ça va permettre au grand public, en plus de s'identifier à un sportif de haut niveau et un athlète olympique, et voir sur le même parcours ce que ça peut donner. Cette émission est presque terminée. Je me rends compte, Johan Koval, qu'on a oublié l'essentiel, parce qu'on a parlé de la préparation hivernale, de la préparation estivale, des championnats du monde de Doha, et on a oublié de dire que vous alliez être papa pour la deuxième fois. Ça, c'est quand même mieux qu'une médaille. Ça. Ouais, c'est mieux qu'une médaille, et en plus c'est une force supplémentaire. Je pense que ça va m'aider à moins dormir la nuit, mais non, ça va être un plus. Je sais que l'arrivée de ma première petite avait été une force dans la comment dire, j'ai bien relativisé mon sport par rapport à la vie de tous les jours, et je pense que là ça va me remettre encore dans le bain, et voilà, et en plus c'est une force quand elle est dans le stade, elle est là avec moi sur tous les championnats, essaye avec ma femme de suivre. Là avec deux ça va être pareil, et puis voilà, ça fera 2 fois plus de mascottes à ramener après chaque championnat, mais bon non, ça va être une belle aventure, et c'est aussi pour ça que je gère mon programme pour revenir en juin, être présent sur le mois de juin, préparer en Périgord. Comme j'ai dit, on a tout ce qu'il faut au niveau infrastructure pour se préparer ici. Donc le mois de juin ici, après juillet, les compétitions vont commencer. Donc voilà, il arrive normalement le 21 juin, donc fête de la musique, ça devrait être assez festif pour moi. Ah, super. Merci beaucoup en tous les cas, Johan Koval, d'être venu dans cette émission. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, comme à chaque fois. Merci. Continuez surtout à tourner à l'eau claire, comme le fait d'ailleurs Lionel Dagès, comme le fait Raphaël Dubourg, Marie-Dominique. Et comme je le fais moi aussi. Ah ben ça, je n'osais même pas le dire. Vous embrassez Johan de ma part, s'il vous plaît, Xavier. Je vais le faire de suite. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée.